Saint Dunstan avait seulement pincé le nez du malin avec un peu de ce genre de dents au lieu de se servir des instruments qu'on connaît. Pour le coup, ce dernier en aurait poussé des hurlements. Le propriétaire d'un jeune nez de rien du tout, rongé et mâchonné par le froid vorace comme os rongé par les chiens, se baissa devant le trou de serrure de Scrooge pour le régaler d'un chant de Noël. Mais au premier son de « Dieu vous bénisse, joyeux messieurs, que rien votre cœur ne vienne effrayer », Scrooge saisit sa règle de façon si énergique que le chanteur s'enfuit, terrifié, abandonnant le trou de serrure au brouillard et, plus approprié encore, au givre. Enfin arriva l'heure de fermer le bureau. À contre-cœur, Scrooge descendit de son tabouret et le fit savoir tacitement à son commis, qui attendait avec impatience dans la citerne. Aussitôt, ce dernier éteignit sa bougie et mit son chapeau. « Et vous allez prendre votre journée complète demain, je suppose, dit Scrooge. Si cela vous convient tout à fait, monsieur. Cela ne me convient nullement, et ce n'est pas juste. Si du coup je vous retenais une demi-couronne, vous vous estimeriez lésé. Je suis prêt à parier. » Le commis esquissa un sourire. « Et pourtant, dit Scrooge, vous n'estimez pas que c'est moi qui suis lésé lorsque je vous paie une journée à ne rien faire. » Le commis lui fit remarquer que cela n'arrivait qu'une fois l'an. « La belle excuse pour mettre la main dans la poche d'un homme tous les 25 décembre, dit Scrooge en boutonnant son par-dessus jusqu'au menton. Mais je suppose qu'il faut bien vous donner la journée tout entière. Tâchez d'arriver, d'autant plus tôt le lendemain matin. » Le commis le promit et Scrooge sortit en grommelant. En un clin d'œil, le bureau fut fermé. Les deux extrémités de son cache-nez blanc pendant au-dessous de sa ceinture, car l'homme ne pouvait se targuer de posséder un par-dessus, le commis s'en alla faire une glissade sur la pente de Cornhill, à la suite d'une bande de gamins. Il refit cette glissade une vingtaine de fois en l'honneur de la veille de Noël, avant de rentrer à toutes jambes chez lui, à Camden Town, pour y jouer à Colin Maillard. Scrooge prit son triste dîner dans la triste taverne où il mangeait d'ordinaire. Après avoir lu tous les journaux et charmé le restant de la soirée grâce à son livre de contes, il rentra se coucher. Il habitait un logement qui avait autrefois appartenu à Feu, son associé. C'était une enfilade de pièces lugubres qui faisait partie d'une grande bâtisse sombre située au fond d'une cour. Et cette bâtisse avait si peu de raison de se trouver là qu'on ne pouvait s'empêcher d'imaginer qu'elle était venue s'y blottir un jour que, dans sa jeunesse, elle jouait à cache-cache avec d'autres maisons et que par la suite elle n'avait pas su retrouver la sortie. À présent, c'était une bâtisse bien vieille et bien triste, car personne hormis Scrooge n'y habitait. Tous les autres appartements étaient loués comme bureaux. La cour était si sombre que Scrooge lui-même, qui en connaissait pourtant le moindre pavé, était obligé d'avancer à tâtons. Le brouillard et le givre enveloppaient si bien le vieux porche noir de la maison qu'on avait l'impression de voir le génie de l'hiver assis sur le seuil, plongé dans ses mornes méditations. Alors voilà, le fait est qu'il n'y avait absolument rien de particulier dans le marteau de porte, sinon qu'il était trop gros. Le fait est aussi que Scrooge le voyait chaque jour, matin et soir, depuis qu'il s'était installé là, qu'en outre il possédait aussi peu de ce qu'il est convenu d'appeler de l'imagination, que n'importe quel habitant de la cité de Londres, y compris même, osons le mot, la municipalité au grand complet, conseillers et membres des guildes en livret inclus. Également, que l'on garde bien à l'esprit l'idée que Scrooge n'avait pas repensé une seule fois à Marley depuis qu'il avait, cet après-midi même, fait allusion à son ancien associé, dont la mort remontait à 7 ans. Qu'on m'explique alors, si l'on peut, comment il se fait qu'au moment où Scrooge introduisit sa clé dans la serrure, il vit dans le marteau en question, sans la moindre transition, non plus un simple marteau, mais le visage de Marley. Le visage de Marley, il n'était pas plongé, comme les autres objets de la cour, dans une ombre impénétrable. Au contraire, il paraissait baigné d'une lueur sinistre, comme un homard avarié dans une cave obscure. Il n'exprimait ni colère ni cruauté. Il regardait Scrooge
souriante de Marley et sa petite natte de cheveux qui dépassait dans le vestibule. Mais il n'y avait rien derrière la porte, sauf les vis et les écrous qui maintenaient le marteau. Ce que voyant, il dit « Bah, bah !» et fit claquer la porte derrière lui. Le bruit résonna d'un bout à l'autre de la maison comme un coup de tonnerre, chacune des prières d'en haut, chacun des tonneaux d'en bas. Dans les caves du négociant en vin sembla renvoyer sa propre série d'échos. Scrooge n'était pas homme à se laisser effrayer par des échos. Il verrouilla sa porte, traversa le vestibule et monta l'escalier sans se presser, s'il vous plaît, car il voulut même moucher sa chandelle chemin faisant. Il vous arrive de dire, simple façon de parler, qu'on arriverait à faire passer une voiture et ses 6 chevaux dans un de ces bons vieux escaliers d'autrefois, ou encore par les trous d'une toute nouvelle loi parlementaire ratée. Mais moi, j'affirme vraiment que dans cet escalier-là, on aurait pu faire monter un corbillard dans le sens de la largeur, le timon côté mur et la portière côté rampe. Et il serait passé facilement encore. Il y avait largement la place, et même plus qu'il n'en fallait. Voilà peut-être pourquoi Scrooge crut voir monter devant lui, dans la pénombre, un corbillard qui avait la bougeotte. Une demi-douzaine des becs de gaz de la rue n'auraient même pas suffi à éclairer le vestibule. C'est vous faire comprendre qu'il y faisait joliment sombre avec la simple bougie de Scrooge. Et Scrooge qui montait toujours, et ne s'en souciait pas plus que de sa dernière chemise. L'obscurité ne coûte pas cher, c'est pour cela qu'il l'aimait bien. Toutefois, avant de refermer sa lourde porte, il parcourut les pièces de son logement pour voir si tout était en ordre. C'est qu'il avait le visage sur la porte tout juste encore assez en mémoire. Salon, chambre à coucher, débarras, tout droit comme il faut. Personne sous la table, personne sous le divan. Un maigre feu dans la cheminée, bol et cuillère prêts, et la petite casserole de gruau. Scrooge avait un rhume de cerveau. Au chaud sur la grille. Personne sous le lit, personne dans le placard, personne dans sa robe de chambre qui pendait au mur dans une attitude suspecte. Débarras pareil que d'habitude. Vieux pare-feu, vieille savate, deux bourriches à poisson, table de toilette sur 3 pieds et un tisonnier.
précis, la flamme mourante se ranima brutalement comme pour crier « Je le reconnais, c'est le fantôme de Marley !» avant de retomber. Le même visage, exactement le même, Marley avec sa petite natte de cheveux et toujours son gilet, sa culotte collante et ses bottes. Leurs glands de soie se hérissaient, tout comme sa natte. Les pans de son habit et les cheveux qui lui couvraient le crâne. La chaîne qu'il traînait était attachée autour de sa taille. Elle était longue et s'enroulait autour de lui comme une queue. Elle était faite, car Scrooge l'examina de près, de cassettes, de clés, de cadenas, de grands livres, d'actes notariés et de bourses pesantes, forgées en acier. Son corps était transparent, si bien qu'en l'observant et en regardant à travers son gilet, Scrooge voyait les 2 boutons cousus dans le dos de son habit. Voici une petite illustration du fantôme de Marley. Scrooge avait souvent entendu dire que Marley n'avait pas d'entrailles, mais il n'y avait jamais cru jusqu'à présent. Non, et d'ailleurs il n'y croyait toujours pas. Il avait beau transpercer le revenant du regard, de part en part, il avait beau le voir là, debout devant lui, sentir l'influence glaciale de ses yeux morts, remarquer jusqu'au tissu dont était fait le mouchoir plié, auquel il n'avait point pris garde auparavant, qui passait sous son menton avant de former un nœud sur le haut de son crâne, il n'en demeurait pas moins incrédule et s'obstinait à refuser d'en croire ses sens. « Allons bon, dit Scrooge, acerbe et froid comme toujours. Qu'attendez-vous de moi ? Bien des choses. La voix de Marley, c'était la voix de Marley, aucun doute là-dessus. Qui êtes-vous ? Demandez-moi plutôt qui j'étais. Qui étiez-vous alors ? Dit Scrooge en élevant la voix. Je n'apprécie guère votre humour. Il allait dire votre esprit, mais se ravisa, car la première formule était plus appropriée. De mon vivant, j'étais ton associé, Jacob Marley. Pouvez-vous vous asseoir ? Demanda Scrooge en le regardant d'un air sceptique. Je le puis. Alors faites-le. Si Scrooge posa cette question, c'est qu'il ne savait pas si un fantôme aussi transparent était en état de prendre un siège. Si par hasard la chose était impossible, une explication embarrassante s'imposerait peut-être, pressentait-il. Mais le fantôme s'assit en face de lui, au coin du feu, comme s'il en avait tout à fait l'habitude. « Tu ne crois pas en moi ?» fit remarquer le fantôme. « Non, dit Scrooge. Quelle preuve de ma réalité voudrais-tu avoir, outre le témoignage de tes sens ? Je ne sais trop, répondit Scrooge. Pourquoi doutes-tu de tes sens ? Parce que, répondit Scrooge, un rien les trouble. Il suffit d'un léger problème d'estomac pour en faire des trompeurs, et vous pourriez bien être, au bout du compte, qu'un petit morceau de bœuf mal digéré, une pointe de moutarde, une miette de fromage, un fragment de pomme de terre mal cuite. Qui que vous soyez, pour un mort vous évoquez plutôt la bière que la mise en bière. Scrooge n'avait pas trop l'habitude de faire des calembours et, au fond de lui-même, il ne se sentait alors franchement pas enclin à la plaisanterie. À la vérité, s'il essayait de faire le malin, c'était dans l'espoir de penser à autre chose et de ne pas céder à l'effroi, car la voix du spectre le troublait jusqu'à la moelle des os. Demeuré, rien qu'un instant, assis à contempler en silence ses yeux vitreux fixés sur lui jouerait un tour diabolique. Scrooge le sentait bien. Et puis, il y avait quelque chose de vraiment terrible dans cette atmosphère infernale qui entourait le spectre et faisait partie de lui. Scrooge n'était pas à même de la sentir, mais c'était là clairement la réalité. En effet, bien que le fantôme restât assis, parfaitement immobile, ses cheveux, les pans de son habit et les glands de ses bottes étaient encore agités comme par la vapeur chaude qui s'exhale d'un four. « Vous voyez ce cure-dent, dit Scrooge, revenant bien vite à la charge pour la raison mentionnée ci-dessus.
chaîne un fracas si horrible dans le morne silence de la nuit que le guet aurait eu toutes les raisons du monde de le poursuivre en justice pour tapage nocturne. Oh, captif enchaîné, chargé, chargé encore de fer, s'écria le revenant. Dire que tu ignores que les siècles qui voient des créatures immortelles accomplir d'incessants labeurs se feront éternité pour cette terre avant que ne soit complètement réalisé le bien dont elle est susceptible. Dire que tu ignores que tout esprit chrétien œuvrant avec bonté dans sa petite sphère, peu importe laquelle, se rendra compte que sa vie sur terre est bien trop brève pour qu'il emploie tous les importants moyens de se rendre utile qui sont à sa disposition. Dire que tu ignores qu'aucune immensité de regrets ne peut compenser les occasions manquées au cours d'une seule et unique vie. Et pourtant, moi aussi j'étais ainsi. Oh oui, moi aussi j'étais ainsi. Mais enfin, Jacob, tu as toujours été habile, homme d'affaires, dit Scrooge, qui commençait à se sentir concerné par ce discours, d'une voix défaillante. Les affaires, s'écria le fantôme, en se tordant de nouveau les mains. Ce qui était mon affaire, c'était l'humilité, c'était le bien de tous, c'était la charité, la miséricorde, la tolérance et la bienfaisance. C'était tout cela, en fait. Mes opérations commerciales n'étaient qu'une goutte d'eau dans le vaste océan de mes affaires. L'apparition releva sa chaîne à bout de bras, comme pour montrer ce qui avait causé tous ces stériles chagrins, avant de la relancer lourdement sur le sol. C'est dans cette époque de l'année qui tire à sa fin, dit le spectre, que je souffre le plus. Pourquoi ai-je traversé la foule de mes semblables, les yeux baissés sans jamais les lever vers l'étoile bénie qui quitta les rois mages jusqu'à une humble demeure? N'y avait-il donc pas d'humble foyer où sa lumière aurait pu me conduire? Scrooge fut consterné d'entendre le spectre poursuivre de la sorte et se mit à trembler de tous ses membres. « Écoute-moi, » s'écria le fantôme. « Le temps qu'on m'a laissé est presque écoulé. »« D'accord, dit Scrooge, mais épargne-moi. Pas trop de rhétorique, Jacob, je t'en prie. Comment se fait-il que je t'apparaisse sous une forme que tu puisses voir? Je ne saurais le dire. Je suis venu m'asseoir maintes et maintes fois à tes côtés en restant invisible. » L'idée n'avait rien d'agréable. Scrooge fut saisi de frissons et essuya la sueur qui perlait sur son front. « Et ce n'est pas mon moindre supplice, » ajouta le fantôme. « Je suis ici ce soir pour t'avertir qu'il te reste encore une chance et un espoir d'échapper au destin qui est le mien. Une chance et un espoir que tu vas avoir grâce à moi, Ebenezer. »« Ah, tu as toujours été un bon ami, dit Scrooge. Merci bien. Tu vas être hanté par 3 esprits, reprit le fantôme. L'enthousiasme de Scrooge retomba presque aussi bas que la mâchoire du fantôme quelque temps auparavant. « C'est cela la chance et l'espoir dont tu viens de me parler, Jacob ?» demanda-t-il d'une voix défaillante. « En effet, je crois que j'aimerais mieux m'en passer, dit Scrooge. »« Sans recevoir leur visite, reprit le fantôme, tu ne peux espérer éviter le chemin que j'emprunte. Attends-toi à voir arriver le premier la nuit prochaine, quand l'horloge sonnera 1 heure. Il n'y aurait pas moyen de les prendre à 3 en même temps, pour en finir, Jacob, suggéra Scrooge. Attends-toi à voir arriver le second la nuit suivante à la même heure, et le 3e la nuit d'après. Lorsque le dernier coup de minuit aura cessé de résonner, ne compte pas à me revoir, mais dans ton propre intérêt, et soin de
toucher